Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans La France en face. Bonsoir Pierre. Bonsoir Laurent. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous politique sur CNews et sur Europe 1 avec notre invité qui est au cœur de l'actualité ce soir, Bruno Retailleau. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurence Ferrari, bonsoir Pierre Duvignot. Bonsoir Bruno Retailleau. Vous êtes président des LR, candidat à l'élection présidentielle. Vous avez été ministre de l'Intérieur, chacun le sait, pendant 13 mois. Nous allons évoquer bien sûr avec vous ces questions de sécurité brûlantes qui ont tristement illustré un nouveau week-end de pillage et de violence en parallèle de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Et beaucoup d'autres sujets à aborder avec vous sur lesquels les Français vous interrogent. L'insécurité, le pouvoir d'achat, les charges qui pèsent sur les entreprises, la présidentielle qui se profile avec autour de vous des offres politiques de droite et du camp central. Comment s'y retrouver? Dans tous les candidats à droite, vous demandera d'ailleurs une Française tout à l'heure. Et on commence, Bruno Retailleau, par l'insécurité. Samedi soir, la fête et la victoire du PSG en Ligue des Champions a été gâchée par des émeutes, des violences urbaines. Pour la seconde année consécutive, vous étiez ministre de l'Intérieur l'an dernier, au moment de la première étoile du PSG. Un individu de 24 ans est décédé, près de 900 interpellations, 178 policiers et gendarmes blessés, 71 villes touchées. Est-ce qu'il faut, un, se résigner, Bruno Retailleau, à ce genre d'événement, et deux, comment est-ce que vous qualifiez ce qui s'est passé? Il ne faut certainement pas se résigner parce que je pense qu'il y a pire que les violences, c'est l'accoutumance aux violences. Et il faut savoir nommer les choses. Ce qui s'est passé, c'est une situation d'émeute. Et ce qui s'est passé se reproduira tant qu'on n'aura pas les solutions à mettre en face. Je le dis aussi comme ancien ministre de l'Intérieur, j'ai vécu moi aussi l'an dernier cette finale. Des policiers par dizaines avaient été là encore blessés, des gendarmes par dizaines aussi. On avait fait de nombreuses interpellations, des gardes à vue, des comparaisons directes. Bien, figurez-vous que parmi ces individus, ces délinquants, ces barbares, les avais-je appelés, il n'y a pas eu... encore les barbares? Bien sûr. Ce sont des barbares. Mais bien sûr, moi j'assume évidemment, c'est un comportement de barbare. Je l'assume totalement. Et pas un, vous m'entendez bien, pas un n'avait fait le moindre jour de prison. Je ne parle pas de la garde à vue. Pas un n'avait été condamné pour faire de la prison. Certains, très peu, ont été condamnés avec de la prison ferme, beaucoup avec sursis. Pardon, mais quand on touche un uniforme, policier, gendarme, sapeur-pompier, pour moi, c'est clair, c'est la casse-prison. Tout de suite. Tant que vous aurez cette justice qui ne sera pas suffisamment ferme, vous armerez des délinquants, notamment des mineurs. Il faut revoir de fond en comble. Ça fait des années que je le dis. La justice des mineurs en France n'est plus du tout adaptée à la violence des mineurs. Alors, dans les comparaisons immédiates du jour, il n'y avait pas de mineurs, surtout des individus de 18 à 24 ans. A priori, pas une seule journée en prison pour ceux qui ont comparu aujourd'hui. Des peines qui vont de 6 mois à 10 mois ferme, qui donc ne seront pas transformées en jours de prison. De 6 mois ferme à 10 mois avec sursis. Il faut des peines de prison, et c'est une des propositions que je ferai, j'en ferai de nombreuses, mais il faut, abolir la loi Belloubet qui dispose que quand vous écopez de moins de 1 an de prison ferme, eh bien, elle est aménageable. Non. En plus, je pense qu'il faudra une peine plancher pour les violences commises vis-à-vis de ceux qui détiennent l'autorité publique. Ensuite, il faut supprimer les JAP, les juges d'application des peines. Vous savez qu'en Europe, avec l'Italie, on a cette spécificité d'avoir un juge qui réaménage. Il y a un premier juge, vous êtes au tribunal, vous êtes condamné. Et puis ensuite, il y a un autre magistrat qui va réformer la décision du tribunal. Et du coup, il ne faut pas s'étonner si en France, on a un tel écart entre les peines qui sont encourues dans le code pénal, les peines qui sont prononcées par la justice, par le tribunal, et les peines qui sont réellement exécutées. Je pense que la question de l'ordre public, elle concerne bien entendu les forces de sécurité intérieure, que je veux saluer. Ils ont un courage incroyable. Beaucoup se décourageraient à leur place. Je les connais bien. Ce sont vraiment de grands professionnels. Mais tant qu'on ne changera pas la justice, je pense qu'on aura un problème. Je crois qu'il faudra recourir aussi aux technologies modernes, par exemple de reconnaissance faciale, pour pouvoir déterminer qui était là, voilà. Je pense que ça, c'est important. Ils sont masqués et cagoulés, on fait quoi? C'est plus difficile. Mais c'est moi qui avais porté le texte de loi sur les black blocs. Vous savez, pour dire que quand on vient masquer, il y a un petit problème. C'est qu'on veut cacher. Il avait été repris par le gouvernement. Il avait été en partie censuré par le Conseil constitutionnel, mais c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous parvenons beaucoup mieux depuis à endiguer les violences, notamment pour les grandes manifestations.
Ça avait été un point décisif. Bon. Et j'irai encore plus loin, je pense qu'il faut taper le portefeuille de ces individus. Eux-mêmes, ou lorsqu'ils sont mineurs, de leur famille. Les familles perçoivent un certain nombre d'allocations, par exemple familiales, de droits sociaux. Tout ça n'est pas indu. C'est pour correctement élever leurs enfants. Voilà. Et quand il y a une défaillance, eh bien, on doit payer. S'ils sont solvables et si les familles sont solvables, évidemment, et si la justice autorise ces saisies. Mais on échelonne, croyez-moi, pour beaucoup de jeunes, notamment mineurs, mais y compris pour des majeurs, il faut les taper au portefeuille. C'est pas à l'État et aux contribuables, ou alors à la municipalité, de financer la restauration d'un abribus. Oui. Ou d'un mobilier. La taxe la taxe casseur. Voilà. Mais vous savez, il y avait une disposition qui était très bien dans la loi Perfit. C'était la responsabilité solidaire. Aujourd'hui, pour pouvoir convaincre et confondre un individu, il faut vraiment prouver que c'est lui qui a lancé la pierre. Mais la responsabilité solidaire, c'est que si vous êtes dans le groupe qui fait ça, on peut vous condamner. Je pense que désormais, il faut réhabiliter aussi cette mesure. Donc, vous voyez, les solutions, il y en a. Ce qui manque souvent, c'est le courage pour les faire voter et ensuite les appliquer. Alors, en parlant de volonté politique et de parole politique, le ministre de l'Intérieur estime que la situation a été globalement sous contrôle. Est-ce que Laurent Nunez est à sa place au ministère de l'Intérieur ? Je vous vois venir, Pierre de Villeneuve. Être ministre de l'Intérieur, c'est difficile. Alors, j'essaie de ne pas rentrer dans la polémique, mais pour moi, ça n'était pas des simples débordements. Et c'était sous contrôle. On ne peut pas. Et je ne pense pas que ce soit sous contrôle pour les raisons. C'est le mot qui a été pour les raisons que à l'unisson par le gouvernement. Je pense qu'il a peut-être voulu féliciter les gendarmes, les policiers qui ont fait effectivement le travail qu'on leur demande de faire. En termes de maintien de l'ordre, ce que j'avais indiqué, et au mois de septembre, ça s'était vu, vous vous souvenez, avec bloquons tout, bloquons la France, j'avais donné l'instruction très claire, très ferme à nos forces de l'ordre d'aller au contact, de ne plus tolérer de recevoir, par exemple, des pavés sans réagir. Bon. Et ça avait fonctionné. Je pense qu'il a voulu sans doute féliciter les forces de sécurité, mais un débordement, pour moi, c'est une dérive ponctuelle. Là, c'est non seulement lorsque le PSG gagne, d'ailleurs, ce ne sont pas des hooligans, ce ne sont pas en réalité des supporters... non. C'est une nouvelle forme de violence. C'est autre chose. Jérôme Fourquet l'a bien qualifié, puisque désormais, il y a un rituel d'émeute. C'est les Ligues des Champions, lorsque le PSG gagne. C'est Halloween, c'est le 14 juillet. On attend une occasion. Il n'y a pas de foot le 14 juillet, on ne célèbre pas une victoire du foot. Donc c'est autre chose. Et c'est la Saint-Sylvestre. Donc on voit bien que c'est en train de s'ancrer. Et je dis autre chose, même si je dois choquer. On voit bien, il l'avait indiqué d'ailleurs dans les émeutes de l'été 2023, où il y avait une cartographie qui correspondait avec des zones d'immigration importante et des zones d'émeute. On a échoué sur la politique d'assimilation et d'intégration. Vous faites le lien entre ces émeutes et l'immigration. Je fais le lien plus généralement entre les désordres migratoires, ceux qui ne veulent pas s'assimiler ou s'intégrer, et les désordres sécuritaires. Donc vous parlez les chiffres le font. Légale. Mais je parle de tout type d'immigration. Oui, puisque en fait, ce sont aussi parfois des Français. Ils sont parfaitement français. Mais quand je dis qu'il y a une panne d'intégration et qu'il y a eu un échec de l'assimilation, c'est qu'il y a une forme de haine anti-française. J'ai vu d'ailleurs, dans les images de samedi soir, un certain nombre d'individus qui brandissaient un drapeau, pour ne pas le citer, algérien. Et puis des drapeaux palestiniens également dans des drapeaux les palestiniens. Que vous avez pu voir avec des jeunes qui criaient justement Free Palestine. Donc il y a eu effectivement je me souviens dans cette manifestation qui n'avait plus rien à voir avec le football. Je me souviens du match, vous savez, qui était un match, non pas de championnat, mais un match entre la France et l'Algérie, amical. La Marseillaise avait été d'ailleurs sifflée, et où Thierry Henry, le capitaine de l'époque, en sortant, avait été interrogé par des confrères à vous, et il avait eu cette phrase incroyable. Il avait dit « Ce soir, nous avons joué à l'extérieur ». Et pourtant, l'équipe de France jouait en France, en Île-de-France, dans le Stade de France. Bruno Retailleau, est-ce que vous êtes d'accord avec Jordan Bardella qui dit Français, préparez-vous, l'étape suivante, c'est que ces jeunes, ces barbares, comme vous les qualifiez, rentrent dans les immeubles et dans vos appartements. Vous partagez cette analyse ? Non, mais la violence, elle se répand. Et elle n'est pas contenue. Il y a la violence des mineurs, qui me préoccupe énormément,
parce qu'elle est utilisée par les narcotrafiquants. Narcotrafic, ce sont des jeunes qui sont des jeunes soldats une question là et qui sont en même temps des jeunes victimes. Bien. Mais la violence se répand. Elle ne se répand pas seulement dans les grandes villes, mais elle se répand aussi partout en France. Et si on veut reprendre le contrôle de la situation, il faudra faire, comment dirais-je, une sorte de révolution. Je proposerai d'ailleurs, que ce soit les Français eux-mêmes qui puissent voter par le moyen du référendum. Ils ne le peuvent pas, donc il faudra modifier la Constitution pour qu'ils puissent choisir la politique pénale qu'ils souhaitent que l'on applique. Voilà. Est-ce qu'ils veulent une politique pénale laxiste ou est-ce qu'ils veulent enfin des sanctions pour que nous puissions restaurer l'autorité? Et ça, ce sont souvent les Français modestes, parce que c'est eux qui sont en première ligne, parce qu'eux ne peuvent pas se loger dans des beaux quartiers, à l'abri de ces désordres, parce qu'eux ont des enfants qui peuvent mettre, par exemple, qui ne peuvent pas mettre dans des écoles qui coûtent souvent un peu cher dans les droits de scolarité. Donc c'est aussi cette politique de fermeté, d'autorité, elle a aussi une dimension sociale qui concerne les plus fragiles de nos compatriotes et aussi, je dois le dire, des immigrés qui se sont totalement intégrés. Et c'est eux, souvent, quand j'étais ministre de l'Intérieur, qui me disaient « Mais, monsieur le ministre, moi, je ne tolère pas que des nouveaux venus n'acceptent pas de faire les efforts que nous avons faits pour apprendre le français, pour respecter vos lois, vos mœurs. » C'est aussi à ces gens-là que je pense et qu'il faut respecter. 21h11, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Bruno Retailleau est notre invité. Première question d'un téléspectateur auditeur, Nicolas, qui vous parle de la violence des mineurs. Bonjour Monsieur Retailleau, je suis Nicolas Morier, directeur d'une association sportive à Nice. Voici ma question. Que comptez-vous faire concernant la montée de la violence chez les jeunes, comme on a pu le voir ce week-end? Et faut-il changer la loi sur les mineurs? La loi sur les mineurs. Les mineurs, oui, bien sûr. Nicolas, je vous réponds oui. J'ai commencé à aborder à l'instant ce sujet-là. Vous savez, un des points qui m'a le plus bouleversé quand j'étais ministre de l'Intérieur, c'est ces jeunes mineurs qui pouvaient tuer ou blesser grièvement. À chaque fois, je demandais aux policiers, aux gendarmes, de m'indiquer le nombre d'antécédents judiciaires. Et bien souvent, c'était plus de 20, plus de 25. Parfois plus de 30 antécédents. Ce sont des chemins de violence. C'est-à-dire qu'on les enferme dans des parcours de culpabilité, en tout cas de délinquance. Et comme on refuse de les sanctionner, au premier délit grave, ils montent en puissance, ils vont voler avec violence, etc. etc. Et donc, si la société ne répond pas à cette nouvelle violence qui a changé totalement de forme, alors en quelque sorte, nous sommes aussi complices et coupables. Ce que je propose, là encore, ce sont des courtes peines, c'est-à-dire des peines de plusieurs semaines, dès le premier délit grave, parce que ce sont des jeunes mineurs qui désormais sont dépourvus de toute empathie et il faut contenir cette violence. C'est-à-dire qu'à la moindre contrariété, ils peuvent réagir très brutalement, parce qu'ils n'ont pas eu de cadre, on ne leur a pas dit non, il n'y a pas eu d'interdit. Et ce cadre, il faut parfois le restaurer justement par l'emprisonnement. On ne les met pas dans les mêmes prisons. Ils ne sont pas à côté, par exemple, de droit commun qui seraient très violents ou de terroristes, mais des prisons spécifiques qui coûteront moins cher, bien sûr, mais délit premier, délit grave. Et ça, là encore, ce sera le référendum. Donc ça, c'est des investissements, c'est-à-dire qu'il faut construire de nouvelles prisons adaptées à ces mineurs. Et puis on est comptable aussi, quand vous avez parlé tout à l'heure des peines d'un an, moins d'un an, on a un bracelet électronique, c'est aussi parce qu'il y a une population carcérale dont on n'arrive pas à venir au bout. Bien sûr, alors il faut évidemment construire des prisons, mais il y a un investissement. Regardez ce qu'a fait la Hollande, les Pays-Bas. Ils ont fait des courtes peines, ils ont construit des prisons, et ensuite, ils ont vidé ces prisons. Ils en ont même loué des places de prison à la Belgique. Pourquoi? Parce que vous prenez un mineur, dès le premier délit grave, il fait 1 semaine ou 2 semaines de prison. Il a compris. Et ensuite, justement, il ne fait pas ce parcours de délinquance. Parce qu'au bout du parcours de délinquance, quand il y a un crime, évidemment, il y a des années de prison. C'est ça qui coûte cher aussi. Donc, vous voyez, non seulement on protège la société, mais aussi c'est un bon investissement. Il faut, je pense, être sévère au moment où il le faut. Bruno Retailleau, autre question d'une étudiante en droit. Elle s'appelle Prune et elle vous pose une question concernant la justice. Bonjour Monsieur Retailleau, je m'appelle Prune et je suis en première année de droit. Et j'avais une question à vous poser concernant du coup la justice en France. Si vous aviez des idées, qu'est-ce que vous comptez faire pour potentiellement l'accélérer? Pour accélérer la justice. Bruno Retailleau, votre réponse? Pour accélérer la justice, il faudra changer la loi là aussi. Je pense que
on aura besoin, je parlais par exemple du juge d'application des peines, je pense qu'on a besoin de tribunaux qui soient en ordre de marche, parce qu'il faut, là encore, on a des procédures qui sont beaucoup trop lourdes. Donc, dans la révision des textes, notamment en matière de politique pénale, je proposerai un certain nombre de procédures qui seront plus abrégées. On doit pouvoir juger plus rapidement. Croulent sous les dossiers, Bruno Retailleau. Ils coulent totalement mais ils sont totalement débordés. Pourquoi ils sont débordés? Parce que comme on ne sanctionne pas suffisamment vite, on accumule les affaires. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, il faut aussi faire en sorte que la justice ne soit pas clochardisée. Je pense que aider la justice, par exemple, pour avoir des greffiers, pour avoir des juges, moi je pense et je souhaiterais qu'on puisse diversifier, là encore, le recrutement des magistrats. Il y a l'École nationale de magistrature, mais je souhaite que demain, il y ait des professionnels, avocats, gendarmes ou policiers qui puissent accéder à ces fonctions de magistrat. Et remettre la victime au centre du système. Parfois, il faut 6 ans pour juger un viol, 8 ans pour un meurtre. Est-ce que c'est normal? C'est absolument anormal. C'est une injustice. Et vous l'avez très bien dit, là encore, il faut bouleverser les règles. Et tant qu'on n'aura pas le courage de le faire, il faudra le faire par référendum. Vous savez, sur la justice des mineurs, je reviens sur la question de Nicolas, il y avait un texte qui, l'an dernier, à peu près il y a 1 an, pour durcir un peu, c'était très timide, mais la justice des mineurs a été votée. Le Conseil constitutionnel l'avait censuré. Vous savez pourquoi? Il avait dit, écoutez, en France, il faut que le principe cardinal soit le principe de l'éducation et non pas le principe de la sanction. Mais quand on a des enfants, j'interroge les parents. Est-ce qu'un jour, les parents ont dissocié la sanction de l'éducation? Donc voilà, je pense que si on ne veut pas être censuré, il faudra donc le référendum pour que la voix du peuple... Exactement. Vous vous interrogez justement sur le rôle du Conseil constitutionnel aujourd'hui, Bruno Retailleau? C'est fondamental, bien sûr. Ça fait partie de mes réflexions. J'en ai souvent parlé, la démocratie, l'état de droit. Moi, je suis pour l'état de droit. Mais je ne pense pas que quelques magistrats nommés au Conseil constitutionnel puissent réviser d'eux-mêmes la Constitution, c'est-à-dire faire dire à la Constitution ce qu'elle ne dit pas. Je pense qu'à un moment donné, par exemple sur la justice des mineurs, je ne vois pas pourquoi on nous interdit aujourd'hui de réformer une politique des mineurs qui ne marche pas et qui envoie des mineurs, pardon, à la casse. Si les narcotrafiquants utilisent des mineurs aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils savent que ces mineurs sont en situation d'impunité. Donc il faut réagir. Mais est-ce que le Conseil constitutionnel juge encore en droit, comme justement ce sont ses prérogatives? Il doit le faire, mais j'observe que dans un certain nombre de jurisprudences, je suis bien placé pour le dire, par exemple sur la loi immigration, où j'avais fait passer au Sénat les articles qui étaient les plus fermes, 35 articles avaient été déclarés comme des cavaliers législatifs, bref, ils avaient été censurés. Eh bien, je pense que là, le Conseil constitutionnel a fait une lecture qui n'est pas juridiquement correcte de la Constitution après la révision de Nicolas Sarkozy de 2008, puisqu'on avait encouragé l'initiative des parlementaires, et là, au contraire, le Conseil constitutionnel avait fermé, si j'ose dire, ce pouvoir d'initiative des parlementaires avec le droit d'amendement. Là, clairement, ça n'était pas une décision inspirée par le droit. Donc moi, je veux qu'on puisse réaccorder la démocratie, le pouvoir des Français de peser sur leur destin collectif et l'état de droit. Et l'état de droit, pardon, c'est d'abord la séparation des pouvoirs. Le législateur vote la loi, le juge est la bouche de la loi, comme disait Montesquieu, l'interprète. Mais le juge ne saurait en lui-même faire une loi différente de ce que les textes des traités ou de la Constitution disent. Bruno Retailleau, vous avez déjà amorcé le sujet qui suit, c'est-à-dire le narcotrafic qui gangrène le pays. On estime que pratiquement 80% des communes françaises sont déjà touchées. On va entendre une question dans un instant de Rodolphe. Est-ce qu'on a perdu la bataille? Est-ce que la bataille contre le narcotrafic est en passe d'être perdue? Ce que disaient les magistrats marseillais il y a quelques années de cela. Je sais très bien, puisque c'est moi qui avais, comment dirais-je, pris l'initiative de lancer la commission d'enquête sur le narcotrafic au Sénat. Et c'est lors de cette audition que notamment le procureur et d'autres magistrats du siège avaient indiqué que la situation était extrêmement grave. Elle l'est toujours. Mais on peut gagner la bataille. Comment? On peut la gagner en étant beaucoup plus ferme. J'avais fait voter, moi, un texte sur le narcotrafic. Déjà, on peut expulser, et les préfets, désormais, je veux leur rendre hommage, expulsent régulièrement des narcotrafiquants des logements sociaux. Ils leur interdisent de paraître sur des points de deal. Ils ferment des dizaines, des centaines de commerces qui servent à blanchir l'argent sale. Mais il faut aller au-delà. On m'avait refusé, moi, un dispositif
qui est important, c'est la possibilité d'intercepter des messageries sur des crypto-messageries. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut intercepter sur le téléphone de grand... Les messageries cryptées plutôt. Les messageries cryptées, pardon. Les messageries cryptées. Mais aujourd'hui, les messageries cryptées, c'est comme ça que communiquent les narcotrafiquants. Donc il faut que les forces de l'ordre, en matière de renseignement, puissent avoir accès. Et j'ai fait une nouvelle proposition, c'est d'instaurer un état d'urgence anti-trafic spécifique. Il y a quelques dizaines de quartiers où le narcotrafic est tellement enquisté qu'on ne parviendra à gagner la bataille que si on les verrouille. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait quand vous étiez à Beauvau? Parce qu'il faut passer à un texte de loi. Déjà, le texte sur le narcotrafic, on a réussi à le faire passer, malheureusement avec des pertes. Je pense aux messageries cryptées, j'en parlais à l'instant, qui handicapent énormément nos services de renseignement, parce qu'ils ne luttent pas à armes égales. Par contre, sur l'état d'urgence, qui serait un point très important, parce qu'on verrouillerait un quartier, on y concentrerait des moyens judiciaires, administratifs, fiscaux, etc., policiers, sécuritaires, et on enverrait des blindés, les centaures de la gendarmerie, et on contrôlerait les entrées et les sorties. Sur une dizaine de villes en France. Pas plus, à plus. Il faudrait, à mon sentiment, il faudra l'expertiser. Je pense qu'il y a entre 50 et une centaine de quartiers en France qui sont dans ces conditions-là. On ne peut pas le faire tous simultanément à la fois. Les effectifs de police qu'il faut pour ça? Non, mais il faut le faire de façon, comment dirais-je, régulière, pas simultanément. Parce qu'on n'aura pas les moyens. Mais il faut le faire régulièrement. Et ça exige un état d'urgence avec des conditions de droit qui sont spécifiques pour faciliter des saisies, des avoirs, taper au portefeuille, là encore, des perquisitions, etc. Pour faire en sorte que nos forces de l'ordre, nos magistrats puissent avoir des outils qui soient à la hauteur du danger que représente Sur le sujet le narcotrafic. Du narcotrafic et de l'insécurité en général, une question pour vous de Rodolphe. Bonjour, Rodolphe Gavary, cadre dans l'industrie. J'ai une question pour vous. Je voudrais savoir si au niveau de l'insécurité, qu'est-ce que vous comptiez faire? De plus en plus, on voit des problèmes, que ce soit dans les écoles, pour les enfants, pour un peu de tout, dès qu'il y a des débordements. Donc j'aimerais savoir un petit peu quelles étaient vos idées pour baisser l'insécurité. On a déjà parlé d'un certain nombre de propositions. Il parlait de l'école. Alors, je ne sais pas si la question de Rodolphe a un lien avec ce qui s'est passé sur Paris et dans d'autres lieux en France, notamment sur les violences sexuelles. Moi, je pense que l'école, c'est un lieu sacré. Je pense que attenter un enfant à l'enfance, c'est la pire des barbaries. Et je suis absolument stupéfait de l'omerta qu'il y a eu sur l'affaire parisienne. Le périscolaire à Paris. Sur le périscolaire et les écoles maternelles à Paris. Ce que je propose, c'est 3 choses très simples. C'est que les employeurs publics pour des écoles primaires ou privées, pour des crèches par exemple, puissent avoir accès à des fichiers sur les délinquants sexuels. Fondamental. Non pas la totalité du fichier, mais vous voulez embaucher Monsieur X, vous interrogez le fichier pour savoir si le nom de Monsieur X figure. Voilà, première chose. Deuxième chose, je pense qu'il faut une justice beaucoup plus ferme. Vous savez, l'école, dans le 11e arrondissement, un soi-disant éducateur avait, je crois, commis des violences sexuelles sur une dizaine d'enfants. Le plus jeune avait 5 ans et le ministère public n'a pas demandé 1 an ferme. Vous vous rendez compte? Pas 1 an de prison. Ça vaut pas au moins 1 an de prison ferme d'attenter à cette jeunesse, à l'enfance. Et troisième chose, moi je le dis, je vais choquer peut-être, mais je suis favorable à la castration chimique. Depuis une vingtaine d'années, la castration chimique est possible à raison du volontariat. C'est-à-dire que si vous vous déclarez volontaire, vous pouvez avoir un traitement qui va diminuer le taux de testostérone et qui va diminuer la libido. Eh bien moi je pense que le juge, évidemment, sous le contrôle du juge, le juge devrait pouvoir... Mais avec l'accord de l'agresseur ou sans l'accord? Sans l'accord de l'agresseur. Sans consentement. Sans consentement. Okay. Et comment faire parvenir justement encore une réforme? Mais bien sûr, bien sûr. Oui. Mais pour moi, c'est une évidence. Et pour moi, il faut traiter le mal à partir de la racine, bien sûr. Parce que quand on discute avec des psychiatres ou avec un centre de médecins, il y a des pulsions qui sont parfois irréversibles. Alors, 2 choses l'une. Soit on enferme à vie, ce n'est pas le cas, c'est jamais le cas. Soit on
Voilà, il y a des traitements qui permettront justement à ces individus de ne pas récidiver. C'est trop grave. C'est trop grave. Ce sont des crimes Et abominables. c'est constitutionnel, ça? Je pense qu'aujourd'hui, ça nécessiterait, là encore, dans C'est ça. une réforme que j'appelle de mes voeux, pas seulement de l'immigration, mais de la justice. Je pense qu'il faudra un référendum. Très En bien. tout cas, sur les affaires de mœurs, Charlotte a une question pour vous. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 39 ans. Je voulais savoir si aujourd'hui vous pensiez qu'une jeune fille peut se promener dans la rue sans un sentiment d'insécurité. Réponse, Bruno Retailleau. Évidemment que non. Beaucoup de mes amis, j'étais en Vendée chez moi donc samedi, et beaucoup de mes amis me disaient qu'ils ont des enfants, adolescents ou des jeunes adultes, qui leur donnaient la consigne de ne pas sortir. Jeunes filles et jeunes hommes. Mais vous avez des quartiers aujourd'hui où une jeune femme, pas seulement une jeune fille, ne peut plus déambuler sans se faire pointer du doigt dans une tenue qui soit une tenue estivale, quand il fait très chaud, qui puisse aller dans un café. Il y a certains quartiers qui ont été verrouillés par des islamistes. Autant le dire, je ne sais pas si c'est l'origine de la question, mais moi je le dis. Et là encore, on est en France, pays de la liberté. On a, là encore, une façon de nous exprimer, de nous vêtir. C'est ce qu'on appelle le mode de vie. Eh bien, moi, je veux être le candidat demain qui sera le candidat qui préservera et qui défendra le mode de vie à la française. Et ce ne sera pas un candidat Maboul. Oui, je vois. Non, je pense. Référence, bien sûr, au président, Du président de la République à propos de l'Algérie. Je vois bien Absolument. ce que Pierre de Villeneuve tente d'insinuer. Non, je pense que c'est ce que demande la majorité. Mais vous savez, ça n'est pas une question de religion. Quelqu'un disait jadis, à Rome, fait comme les Romains. Quand on se déplace dans un pays, quand on habite, on essaie de respecter les normes, les mœurs, les lois. Évidemment, c'est les règles de l'hospitalité, c'est tout. Alors, C'est tout. Et en France, on a un principe, c'est l'égalité homme-femme. Voilà, c'est l'égalité homme-femme. Et ce principe, pour moi, il est absolument sacré. Bruno Retailleau, il est 21h27, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Évoquons la question de l'immigration. Les derniers chiffres de l'INED, l'Institut national de l'immigration, de la démographie, voilà, j'y arrive, Démographie. montrent qu'il y a 8,1% de la population adulte qui est étrangère et qu'un tiers des Français ont un lien direct avec l'immigration. On est donc face à une population qui est en grande partie métissée. Comment est-ce que vous faites, encore une fois, pour faire appliquer les principes d'aimer la France, de faire respecter ses règles dans ce cadre-là? D'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que aimer la France, être patriote, c'est pas une question ni de religion, ni de couleur de peau, ni de conditions sociales. Si nous tenons tant à ce que nous sommes, à notre identité, si nous tenons tant à notre modèle républicain, c'est justement parce que la France a toujours réussi à marier ce qu'il y a de plus particulier dans chaque homme et chaque femme, et ce qu'il y a de plus universel dans tous les êtres humains. C'est ça, la France. C'est pour cela qu'il faut être intransigeant sur l'assimilation, sur l'intégration. Aujourd'hui, c'est une question de nombre. On ne peut pas recevoir chaque année, en immigration illégale ou légale, l'équivalent de la population de Lyon. Donc un demi-million de personnes. Comme le demande justement Gérald Darmanin, qui veut un moratoire sur 3 ans et qui veut mettre fin au regroupement familial. Je pense que le moratoire, c'est un slogan, je pense. C'est un Pourquoi ? slogan. Je vais vous dire pourquoi. Un slogan présidentiel? Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce ne sont pas les hommes et les femmes politiques qui décident, ce sont les jurisprudences. Aujourd'hui, vous décrétez un moratoire, mais la semaine d'après, il est contredit, il est censuré. Vous le savez parfaitement. Donc, il faut changer la loi. La loi française, la Constitution française, je viens de le dire, au moyen d'un référendum. Pour l'instant, les Français ne peuvent pas se prononcer pour choisir la politique migratoire qu'ils souhaitent, alors que c'est un phénomène qui a bouleversé depuis un demi-siècle la société française. Moi, je veux leur donner la parole. Et deuxième chose, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut changer les lois européennes. C'est ce que j'ai initié avec le règlement retour. Le règlement retour, c'est un bouleversement total. Et parce que la droite est désormais majoritaire en Europe, qu'on peut modifier les politiques publiques européennes. Et parce que François-Xavier Bellamy s'appuie sur toutes les droites au Parlement européen, eh bien, y compris le bien sûr, Rassemblement national mais évidemment. L'Union des droites fonctionne en Europe. Mais croyez-vous, le texte narcotrafic, il a été voté par qui? Pas par les filles, hein.
Il a été voté par ce qu'on appelle le bloc central, il a été voté par LR, il a été voté, je pense, par une partie même du PS, il a été voté aussi par le Rassemblement national. Donc, Il n'avait quand même pas voté, vous voyez, la disposition que je réclamais, vous voyez, sur l'interception des messageries cryptées. Vous voyez. Mais je pense que quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, c'est important. Et moi, j'avais commencé, dès que je suis arrivé comme ministre de l'Intérieur, mon objectif était de modifier cette loi européenne. Parce qu'aujourd'hui, vous interpellez un clandestin en situation donc irrégulière, eh bien, l'ancienne directive européenne, elle est toujours en cours. Hein. Tout n'a pas été complètement changé, mais dans quelques jours, ça le sera, grâce au règlement retour. Aujourd'hui, la loi européenne dit quoi? Il faut donner un délai volontaire de départ pour l'étranger en situation régulière. Donc, vous leur donnez un délai de départ volontaire, ils s'évanouissent dans la nature et c'est terminé. C'est pour ça que les OQTF, tout ça ne marche pas. Voilà. Alors, une question et une critique du Rassemblement national et de vos détracteurs qui disent que la France n'a jamais délivré autant de titres de séjour que lorsque vous étiez au gouvernement. Qu'est-ce que vous leur répondez? Attendez, mais les titres de séjour, c'est les visas notamment. Et si d'ailleurs, une des raisons qui m'ont poussé à quitter le gouvernement, c'est que j'avais demandé dans le fameux contrat de gouvernement, dans les nouveaux moyens que je voulais pour mon ministère de l'Intérieur, la main sur les visas. Aujourd'hui, c'est le Quai d'Orsay. Aujourd'hui, on demande, comprenez-moi bien, j'espère que les téléspectateurs vont me comprendre. Aujourd'hui, on demande au ministre de l'Intérieur de réguler les flux migratoires. Mais le ministre de l'Intérieur a la main quasiment uniquement, alors sur les visas long séjour, c'est assez peu, mais surtout sur les OQTF, sur les sorties. C'est trop peu. Moi, je pense que si on veut tout maîtriser, il faut maîtriser les entrées. Et pourquoi je disais ça? Parce que la France octroie le quart, 25% des visas qu'octroie toute l'Europe. Vous vous rendez compte? On est, par rapport aux Allemands, on octroie 900 000 visas supplémentaires. C'est pas possible. Parce que quand on parle d'immigration, c'est pour ça que j'entends, moi, des gens du bloc central, que ce soit Gabriel Attal ou Édouard Philippe, dire « Ah, l'immigration légale, c'est très bien ». Non, mais l'immigration légale, c'est aussi une fabrique. Bien sûr. Pour l'immigration illégale. Vous entrez avec un visa, par exemple, pour séjour. Attendez, c'est la première fois, en matière de naturalisation, en matière d'interpellation des étrangers en situation irrégulière, d'éloignement forcé, etc., jamais il y avait eu les résultats que j'ai pu avoir, alors que je n'avais pas la main, notamment je n'ai pas pu faire voter une grande loi, puisqu'on n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale et que je n'avais pas vraiment un président de la République qui était aligné avec la politique que j'entendais mener. Laurent Nunez, aujourd'hui, recevait son homologue algérien. Il a été question, notamment, il devait être question de la libération, ou en tout cas d'évoquer le nom de Christophe Glaise. Comment est-ce que vous interprétez cette visite du ministre des Affaires intérieures algérienne? Écoutez, je pense qu'on se trompe en France. Je pense que le pouvoir se trompe avec l'Algérie, avec le régime algérien, parce que je sépare les deux choses. Qu'est-ce que je veux dire? Si on a réussi, je crois que Boualem Sansal, demain matin, vous l'interrogerez voilà, à 8h10 sur la matinale, absolument. Boualem a été libéré, pourquoi? Parce qu'on a fait du bruit. Christophe Glaise, personne ne m'en avait parlé. Ça fait 2 ans qu'il a été arrêté. Il est toujours derrière les barreaux. Ça veut dire quoi, personne ne m'en a parlé? Ça veut dire que j'ai appris par des journaux qu'on avait un compatriote qui était retenu en Algérie. C'est-à-dire qu'au ministère de l'Intérieur, personne n'est venu vous voir en disant « Monsieur le ministre, parce que c'était l'omerta, parce que je pense que le pari qui avait été fait, c'est surtout de ne pas en parler. Et que la diplomatie douce, complaisante, bienveillante, allait pouvoir régler le problème. Soumise ça, quelque part, ce que je vais vous dire, ce que je souhaite, moi, c'est qu'il y ait une vraie doctrine d'État en matière diplomatique avec l'Algérie. Je pense que le président de la République s'est trompé en pensant que la relation entre nos deux pays pouvait simplement être une relation psychologique, personnelle, amicale avec le président Tebboune. Je pense que c'est faux pour 2 raisons. D'abord, le président Tebboune, ce n'est pas lui qui détient le pouvoir ultime. Il y a un cercle plus large. Le chef d'état-major, Shangri-La, les services secrets, quelques oligarques. Donc, première raison de l'erreur. Deuxième raison, c'est que le régime algérien a un besoin vital de la France comme un bouc émissaire. Pourquoi? Parce que sur le plan international, l'Algérie est désormais très isolée. Parce que l'économie est en panne. Parce qu'il y a eu un mouvement, le Hirak, et parce que la jeunesse est contestataire, etc. Et donc, ils ont besoin d'un récit où on désigne un ennemi, un adversaire. Et donc, chaque concession que l'on fait
on la paye au quadruple. Chaque concession est perçue par le régime algérien comme une faiblesse. Et une faiblesse qui va appeler d'autres concessions. Et donc, on n'en sort jamais. Je pense, moi, qu'il faudra refonder une doctrine d'État sur une base, d'ailleurs, de respect mutuel. Moi, je ne veux pas me fâcher avec l'Algérie. Je veux simplement que la France, ma patrie, et pour les Français qui sont fiers de ce qu'ils sont, soit respectée. Voilà. C'est ce que dit Laurent Nunez, d'ailleurs, à son retour et au retour. Oui, mais regardez le nombre de visites ministérielles. Quand Gérald Darmanin a quitté l'Algérie, le surlendemain, je crois que c'était le dimanche 24 mai, El Watan avait un gros titre, le journal El Watan avait un gros titre pour ridiculiser notre ministre des Affaires étrangères en titrant sabotage la France et encore une fois en insultant la France. Donc il faut comprendre, et je pense qu'une vraie politique doit d'abord respecter les intérêts nationaux et se fonder sur deux choses. Première chose, le respect de nos accords réciproques. La réciprocité. Tu ne veux pas respecter les accords de 1994 pour reprendre les OQTF algériens qui sont documentés comme parce qu'ils ont un passeport, une pièce d'identité. 150 OQTF. Non, mais c'est pas ça. Oui, mais au compte-gouttes. 0 € pour vous. Non. Attendez, 51 000 Algériens en situation irrégulière interpellés en 2025 et 150. C'est pas ça. Le vrai accord, celui dont je parle, de 1994, c'est pas un accord du compte-gouttes. C'est dès lors que vous interpellez un ressortissant algérien, il a un papier, passeport, carte d'identité, même périmé, eh bien l'Algérie doit le reconnaître comme tel. Vous le savez très bien, donc, vous en avez fait l'expérience. Première chose, oui, parce qu'ils ne respectent pas leurs accords. Ils les ramènent dans l'avion. C'est ce que je dis. Donc, le respect des accords. Je parle d'une nouvelle politique. Il faut refonder une nouvelle politique sur le strict respect des accords réciproques. Vous ne respectez pas votre accord, nous ne respecterons pas nos accords. Voilà. Et deuxième chose, une intransigeance vis-à-vis de nos ressortissants et vis-à-vis de nos souverainetés. Que le régime algérien règle ses comptes avec des opposants sur le sol français, c'est inacceptable. Que le régime algérien ait emprisonné un écrivain et aujourd'hui un journaliste, c'est parfaitement, là encore, inacceptable et injustifiable. Donc la méthode ferme, c'est celle que vous continuez à prôner, Bruno Retailleau. Mais évidemment. Regardez, Christophe Blaise est toujours emprisonné et vous verrez, ils trouveront toujours autre chose. Ils ont réhabilité d'ailleurs aussi dans l'hymne national algérien un refrain qui insulte la France. Quelle grande nation accepterait d'avoir autant d'insultes, etc., sans rien dire, toujours en courbant l'échine? Il est 21h37 sur Europe 1 et sur CNews. Bruno Retailleau, la guerre en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz se poursuivent. Les prix à la pompe ne baissent toujours pas et pèsent lourd sur le pouvoir d'achat des Français. Le gouvernement a décidé de muscler ses aides aux ménages, au secteur étranglé par cette hausse des prix, tout en refusant les aides généralisées. Depuis le début, vous demandez la baisse des taxes, au moins la baisse des surtaxes. C'est surtaxes. Voilà. Par exemple, quelle est votre position aujourd'hui ? Elle n'a pas varié, mais le gouvernement n'a pas d'autre choix que de faire ce qu'il fait. Il n'y a plus de sous dans les caisses. On est ruiné. On est au bord de la banqueroute. Donc même les C2E, on est au bord de la banqueroute. Voilà, donc il n'y a plus d'argent. Donc quand on a une situation de ce type-là, quand on augmente l'endettement, cette année encore, vous regardez la sécurité sociale. Pour la première année depuis longtemps, toutes les branches, famille, maladie, chômage, retraite, toutes les branches sont dans le rouge. Voilà, bravo. Donc bravo. Que faire d'autre ? Faire comme le Rassemblement national, vouloir baisser la TVA, ça coûterait quoi, 15 milliards qui seraient payés sur la dette, qui seraient donc payés par les jeunes générations. C'est-à-dire que ce sont les futures générations, nos enfants ou nos petits-enfants qui paieraient les pleins d'aujourd'hui. On marche sur la tête. Mais la surtaxe dont vous parlez sur l'énergie, est-ce que vous dites la même chose aujourd'hui ? C'est-à-dire 15-17 centimes par litre d'essence. Ou est-ce que vous dites on est tellement à l'os aujourd'hui, encore plus qu'avant, que de toute façon, même ça, on ne peut plus le faire ? Non, parce que ça ne va pas dans les caisses de l'État. Les certificats d'économie d'énergie, c'est une forme de surtaxe et c'est pour payer des économies d'énergie. Ça fournit quand même les bonus écologiques pour les pompes à chaleur, pour les voitures électriques. Oui, mais c'est un mécanisme qui permet justement de faire prendre conscience de la cherté de l'énergie. Pardon, il n'y a pas besoin de ce mécanisme pour que les Français prennent conscience que c'est très cher. Deuxième chose, pour le moment, c'était d'ailleurs, même l'électricité était pénalisée, alors qu'on veut électrifier les usages.
des pompes à chaleur, par exemple, pour le chauffage ou le rafraîchissement des locaux, etc., etc. Donc là encore, ça n'est pas une bonne politique. Donc je pense que ça peut changer parce que ça n'alourdira pas l'endettement de la France. Moi, ce que je propose, si on veut justement faire en sorte qu'on ait une politique énergétique, il ne faut surtout pas faire ce que le gouvernement a fait avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui en 2035 coûtera environ sur la facture d'électricité des Français 3 mois de plus. Moi, ce que je propose, si je suis élu président de la République, c'est au contraire d'alléger de 2 mois la facture d'électricité des Français. Comment vous avez fait? En arrêtant de subventionner les énergies renouvelables. Carrément. Tout. Les éoliennes, tout ça, on arrête. On arrête de subventionner. C'est-à-dire que ce n'est pas un moratoire sur... On ne les subventionne plus. En poussant jusqu'à 80 ans, avec les conditions de sécurité, le parc nucléaire. Okay. En faisant en sorte que l'indice de conversion, par exemple, sur le diagnostic de performance énergétique, ne pénalise pas l'électricité. Jusqu'à présent, on pénalisait l'électricité et on favorisait le gaz et les énergies fossiles. Mais là encore, on marche sur la tête. Donc, il y a quelques mesures de bon sens. En réalité, il faut une politique de bon sens. Il faut remettre les choses à l'endroit. Alors, le bon sens, les chefs d'entreprise en ont beaucoup. On va écouter une question d'Hervé qui vous est adressée, Bruno Retailleau. Bonjour, je m'appelle Hervé, je suis chef d'entreprise à Paris. J'ai une question simple. Depuis le temps qu'on me dit que les boîtes sont écrasées de taxes et de charges, et c'est vrai, et que tous les hommes politiques disent qu'on va les diminuer, moi j'aimerais savoir quand effectivement un homme politique courageux va prendre ce genre de décision. Alors, votre réponse, Bruno Retailleau. Hervé, faudra voter, bien choisir le candidat pour 2027. Les propositions que je fais, elles sont de 2 ordres, parce que je pense que les entreprises françaises croulent sous le poids des prélèvements obligatoires et sous le poids des normes. C'est Ronald Reagan qui avait décrit notre système social étatiste. Il avait dit un jour, Ronald Reagan, c'est génial comme expression, il avait dit, là-bas, tout ce qui bouge, on le taxe, ce qui bouge plus du tout, on le réglemente, et ce qui bouge encore, on le réglemente, et ce qui bouge plus du tout, on le subventionne. Oui. 2 propositions. Je restituerai 40 milliards d'euros de cotisations et de charges, notamment des impôts sur la production, aux entreprises dans les tout premiers mois de ma présidence. 40 milliards. Ce n'est pas la totalité de l'écart avec les entreprises en moyenne européenne, il y en a à peu près 60-70, mais les 2 tiers de l'écart, je le comblerai dès les premiers mois. Première chose. Et je ferai non pas une simplification, mais je ferai une dérégulation. Par exemple, je supprimerai dans la charte de l'environnement sur la Constitution le principe de précaution. Au départ, l'initiative était sans doute de bonne volonté parce qu'on voulait faire prendre conscience de l'environnement. Mais ce principe s'est transformé en un principe de blocage. Et c'est un principe de responsabilité qu'il faut simplement mettre en avant sans que ce soit le principe de précaution. Là encore, sur le Code du travail, j'en reviendrai à une réforme d'ailleurs qu'avait proposée un grand chef d'entreprise, Yves Lioncan, et Robert Badinter. C'est-à-dire, voilà, il y a 50 grands principes du Code du travail. Vous avez un accord de branche ou un accord d'entreprise, eh ben vous pourrez vous passer du Code du travail, à condition de respecter ces grands principes cardinaux. On dérégule donc. Voilà, donc on dérégule. Mais vous n'imaginez pas le poids des normes. C'est 2-3 fois plus que l'Allemagne. C'est ce qui nous coule. C'est ce qui nous coule. Quand je vais prendre quelque chose qui va peut-être choquer un certain nombre de spectateurs, de téléspectateurs. Il y a des molécules aujourd'hui, il y a des traitements dont nos malades ne peuvent pas avoir accès. Vous savez pourquoi? Parce que les grands labos aujourd'hui hésitent à déposer des dossiers pour les molécules, les médicaments très innovants en France, parce qu'en France, la longueur, la bureaucratie fait que le temps est 4 à 5 fois plus long que celui de l'Allemagne. Alors qu'on est pour les autorisations de mise sur le marché. Alors qu'on a une agence européenne. Moi, ce que je propose, c'est que dès lors que l'agence européenne tamponne, ben c'est fait. On ne va pas refaire des essais cliniques. Bon. Sur le travail, Bruno Retailleau, est-ce qu'on travaille assez? Est-ce qu'il faut que les Français travaillent plus? Comment on fait? Non. 1664 heures par an. Exactement. Mais on a un problème en France, c'est que le travail... Les Français ne sont pas feignants. Mais le Français paye plus. Non, mais c'est que les Français, le travail ne paye pas. Vous êtes un des pays en France où on vous donne une augmentation et vous allez donner quasiment plus à l'État que ce que vous allez recevoir. Et en plus, si vous avez un petit salaire, là où on concentre les allègements de charges, si vous donnez 100 €, vous êtes un petit chef d'entreprise, une petite PME, d'un artisan, vous voulez donner 100 €,
ça va vous coûter 480 €. C'est de la folie. Moi, ce que je propose, justement, c'est qu'à partir d'un seuil, la 36e heure, avec à peu près une demi-heure de travail de plus par jour, on puisse donner entre un 13e et un 14e mois en effaçant les cotisations sociales. Je considère qu'avant ce seuil, chacun paye son dû. Parce qu'on a besoin d'un système, d'une sécurité sociale. Mais après, on travaille pour soi. Et ce qu'on gagne, ce qu'on travaille, on le gagne pour soi. Donc vous ne changez pas le coût du travail jusqu'au 12e mois, en fait. Là, Non. tout ce que vous me dites, c'est-à-dire qu'un Non, je sors des 35 heures. En fait, il dépense 480, et ça ne changera pas. Je sors Il y a des 35 beaucoup heures. d'entrepreneurs qui vont être déçus ce soir, s'ils vous entendent. Pourquoi ? Parce qu'ils vont continuer à donner beaucoup plus que le salarié touche. Mais non. Alors justement, merci de la question. Puisque j'efface ces cotisations sociales, non seulement pour le salarié, mais je les efface pour l'employeur. Ce qui fait que pour l'employeur, je diminue, écoutez-moi bien, de plus d'un tiers, de 35% le coût du travail. Le vrai problème avec les heures supplémentaires aujourd'hui, j'ai un ami qui est François Asselin, qui est maintenant vice-président des Républicains, et il était président de la CPME. Et il m'a dit, Bruno, j'ai une PME, mais moi je suis obligé de contingenter, de réduire les heures sup parce que ça me coûte trop cher. J'aimerais pour mes compagnons les donner, ils le méritent, etc. Mais ça me coûte trop cher. Et là, dans mon système, je sors des 35 heures et à partir de la 36e heure, j'efface les cotisations sociales pour le salarié et pour l'employeur. C'est gagnant-gagnant. On réconcilie enfin le pouvoir d'achat et la compétitivité. Par contre, ce que je fais, c'est que je tape l'assistanat. Et les aides, toutes les aides sociales. Mais où ? La retraite ou les aides sociales ? Non, la retraite, c'est un revenu. Non, pas la retraite, c'est quand on a travaillé. Non, les prestations sociales. C'est les prestations sociales, c'est le RSA, etc. Je l'ai à 70% du SMIC. Il n'est pas normal aujourd'hui, c'est ce qui décourage les Français, que vous avez un couple avec 2 enfants, ils ne travaillent pas, ils vont gagner en net plus de 2300 €. Il n'y a pas besoin de faire le plein de la voiture pour aller travailler, ils ne travaillent pas. Il n'y a pas besoin de garderie d'enfants, ils sont chez eux. C'est profondément injuste. Donc ce que je propose, c'est un compte social unique. Et dans ce compte social, tous les mois, on y mettra toutes les prestations sociales données par l'État, par les caisses, la CAF ou par les collectivités. Et on on plafonnera la totalité de ces prestations à 70% du SMIC pour qu'il y ait un écart de 30% entre le revenu du travail et le revenu de la solidarité. Donc, on voit que vous proposez de travailler plus et aussi plus longtemps, retraite à 65 ans ? Absolument. C'est populaire comme programme, ça, Bruno Retailleau ? Mais écoutez, quand je suis né, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, il y en a 1,6. Et demain, il y en aura 1 pour 1. On est au début d'un effondrement d'un système. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est une meilleure justice. Et je proposerai un étage de capitalisation, notamment pour notre jeunesse. Parce que s'il y a cette fracture intergénérationnelle qui se creuse, c'est parce que la jeunesse aujourd'hui dit « Mais attendez, mais nous, on va vous payer, vous les boomers, on est en train de vous payer votre retraite, et demain, il faudra qu'on se paie notre retraite. » Non, on aura un étage de capitalisation pour eux. Mais les 65 ans, pour moi, c'est de faire en sorte que on puisse travailler dans de bonnes conditions. Il y aura une pénibilité. Il est hors de question. Quand vous avez des travailleurs qui sont brisés à 61, 62 ans, la pénibilité, combien doit compter. Combien d'annuités pour les travailleurs métiers pénibles ? Là, dans les métiers pénibles, quand on constate que quelqu'un est cassé, il doit pouvoir sortir dans des conditions humaines. 40 annuités ? Non, parce que vous avez... Non, ça dépend de l'état physique, ça dépend du diagnostic médical. Vous ne pouvez pas faire travailler, même à 39 annuités, quelqu'un qui est totalement brisé. Mais c'est 43 annuités. Mais ce que je ferai, moi, c'est... Oui, mais ça ne sera pas seulement les 65 ans. C'est quelqu'un qui aura les 43 annuités avant 65 ans. Eh bien, là encore, j'effacerai ses cotisations chômage et retraite pour qu'il gagne plus, tout de suite. Admettons qu'à 63 ans ou à 62 ans, il est déjà l'ensemble, la totalité de ses annuités. Eh bien, après, il ne cotisera plus. Ça sera pour lui, en totalité. Et ça fera la vraie différence. Et pourquoi je dis 65 ans ? Parce que le problème qu'on a vis-à-vis de l'Europe, c'est qu'on ne travaille pas assez au moment où on rentre sur le marché du travail, quand on est jeune, et pour les seniors. Parce que souvent, il coûte plus cher l'entreprise, etc. Et si on veut un meilleur taux d'activité, pour qu'on répartisse l'énorme charge sociale qu'on pèse sur beaucoup plus de gens, il faut qu'on allonge justement cette période d'activité au début avec une réforme de l'école, de notre appareil de formation, notamment professionnel par l'apprentissage, et puis pour les seniors.
21h49 sur CNews et sur Europe 1, la présidentielle approche. Samedi se tenait le premier meeting de Gabriel Attal avec son anaphore sur les adversaires. Celui d'Édouard Philippe est prévu le 5 juillet, le vôtre le 20 juin prochain. Leur candidature vous inquiète-t-elle? Et quel espace en fait politique vous reste-t-il? J'ai été rassuré quand j'ai vu le meeting de Gabriel Attal. Vous étiez Vous n'êtes pas inquiet dans ou les pas? Parce que, non, je ne peux pas vous dire que j'ai tout regardé, mais ce que j'ai regardé en tout cas, ce que j'ai entendu, les comptes rendus qu'on m'en a fait, c'est qu'en réalité, il marche dans les pas d'Emmanuel Macron. J'ai pensé qu'il allait conclure... En disant c'est notre projet. En disant, voilà, pensez printemps, vous voyez. C'est exactement, c'était la saison 3 du macronisme. Il a raison d'ailleurs. Ça le disqualifie? Mais, je pense qu'en tout cas, les Français portent un jugement sévère quand ils sont interrogés dans les sondages. À peu près 8 sur 10 considèrent que Emmanuel Macron, son projet et son double mandat, c'est un échec. Et je pense que ces Français-là s'en rappelleront le moment venu. Voilà. En tout cas, Cyril, donc moi, je ne propose pas la continuité du macronisme sous d'autres traits, vous voyez. J'ai toujours été un opposant. Ah, mais j'étais un ministre de... attendez, justement, j'étais un ministre de l'Intérieur de cohabitation, vous voyez. Je suis rentré au gouvernement, vous le savez, pour empêcher Mme Lucie Castet et la gauche mélenchonisée de prendre le pouvoir en France. Et je suis sorti du gouvernement alors que j'étais passionné par ce mandat, cette mission de ministre de l'Intérieur. Je suis sorti quand j'ai vu que M. Lecornu était en train de traiter avec Olivier Faure sur les retraites, etc., et que ce serait une politique de gauche. Et j'ai bien fait d'en sortir. Donc vous ne le regrettez pas, ce choix? Je ne regrette pas. Que je regrette, ça a été une période extraordinaire pour moi, pour plein de raisons. Mais il faut, dans la vie politique, penser à accorder, à aligner ses convictions et ses actes. Et à partir du moment où je pensais que le Premier ministre et ce gouvernement allaient pratiquer et on l'a vu d'ailleurs pour le budget, la pluie d'impôts, etc., pas de réduction notamment de la dépense publique, et sur tant d'autres choses. Je n'avais pas obtenu, on parlait des visas sur l'immigration, il n'y a pas une vraie volonté de réduire l'immigration, au contraire. Le gouvernement est en train d'essayer de détricoter la circulaire que j'avais prise sur la régularisation des travailleurs clandestins. Voilà. Donc, il y a un moment donné, la vie politique nécessite parfois quelques sacrifices et en tout cas de faire prévaloir pour sa famille politique, pour avoir une ligne, de faire prévaloir ses convictions. Famille politique et étiquette politique avec différents partis. Cyril a une question à ce sujet pour vous. Bonjour Monsieur Retailleau, Cyril Malbert, directeur d'entreprise à Antibes dans les Alpes-Maritimes. Moi j'avais une question ce soir, c'est face aux défis de sécurité, d'immigration, de pouvoir d'achat que les Français rencontrent, faut-il continuer à raisonner en termes d'étiquettes partisanes ou rechercher des majorités de projets entre les formations qui partagent au final les mêmes objectifs pour les Français? Très intéressant comme question. Mais Emmanuel Macron a essayé de le faire d'ailleurs. Et ça s'est terminé en même temps, ni de droite ni de gauche. Je pense que la vie politique, c'est d'avoir un projet. Ce que j'essaie de faire, et c'est là que je me démarquerai vis-à-vis des candidats du bloc central, que ce soit Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Le projet que je vais porter, il n'est pas soluble dans leur propre projet. Ce sera clairement un projet pour redresser la France, qui correspond aux aspirations des Français. Donc moi, je pense que, d'ailleurs, c'est assez gaulliste. Moi, je veux m'appuyer sur ce que j'appelle une majorité nationale. Une majorité des gens ordinaires. Christophe Guilluy a eu cette expression. Mais dans les gens ordinaires, il peut y avoir... Il y a déjà eu le président normal. Hein. Non, les gens ordinaires, c'est autre chose. C'est ce que j'appelais la France des honnêtes gens. Voyez. Et moi, je m'adresserai aussi bien aux déçus du macronisme, qui peuvent avoir jadis, en 2017, voté François Fillon, mais je m'adresserai aussi aux électeurs du Rassemblement national. Parce que... Vous leur tendez la main ce soir? Mais bien sûr, bien sûr. Jamais je n'ai ostratisé. Je veux dire que moi, je lui dis respect pour chaque Français, quel que soit son vote. C'est pas le problème. Il n'y a pas des Français de seconde zone. Jamais, moi, je n'ai parqué les électeurs du Rassemblement national, comment dirais-je, dans une étiquette infamante. Jamais. Pas d'arc républicain, donc. Et je pense qu'en tout cas, pour LFI, c'est autre chose. Pour les dirigeants de LFI. Et le RN fait partie de l'arc républicain. Mais en tout cas... Oui, vous ne répondez pas. Si, je pense que j'ai toujours fait une différence entre LFI et le Rassemblement national. Je pense que le Rassemblement national en fait partie et que LFI n'en fait plus partie. C'est bien clair.
Est-ce qu'en refusant une candidature commune avec le centre, vous ne prenez pas justement le risque d'un affrontement RN et LFI au second tour en 2027, Bruno Retailleau? Ce qui ferait prendre ce risque d'un affrontement entre le RN d'un côté et LFI de l'autre, ce serait de reconstituer ce grand bloc central voulu par Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron, avec son ni de droite ni de gauche, en même temps, les zigzags, les têtes à queue sur tous les sujets, sans avoir de ligne politique claire, en réalité, il a favorisé les deux ailes radicales. Et en réalité, on en est là. Souvenez-vous, il avait dit on pourra juger mon mandat en fonction du niveau de vote qu'aura atteint Madame Le Pen. C'est-à-dire que le sous-entendu, c'était même pas un sous-entendu, avec moi, demain, il n'y aura plus besoin de voter Rassemblement National. Ah bah oui, d'accord, on a compris, non ? On a compris. Donc moi, je ne veux pas reconstituer cette espèce de tripartisme. Je veux présenter un projet de rupture. Je veux vraiment renverser la table. Et ce que j'entends aujourd'hui, voyez, des uns ou des autres dans le bloc central, ils ne renverseront pas la table. Ils ne renverseront pas la table. Seront-ils prêts à réviser la Constitution profondément pour redonner la parole aux Français ? Aux Français. Je veux que ce soit les gens qui tranchent, pas les juges. Seront-ils prêts à porter cette fierté française, à défendre justement notre mode de vie, notre culture, notre civilisation à travers l'école, une école méritocratique républicaine ? Et seront-ils prêts, comme je le serai, à protéger la France des travailleurs et non pas la France des profiteurs ? J'en doute. C'est pour ça que cet espace-là, c'est un espace pour nos convictions, pour des idées qui sont, je pense, largement, comment dirais-je, en tout cas partagées par des Français qui ne sont pas dans la famille LR. Alors justement, une dernière question de Julien à propos des candidatures multiples à droite. Bonjour Monsieur Retailleau, Julien Pelois, 28 ans, de Paris. Je travaille dans le transport, dans la livraison alimentaire Monoprix. J'ai une question pour vous. On voit beaucoup de candidats se présenter à droite. Comment s'y retrouver ? Allez, mode d'emploi pour la présidentielle à droite. Bon, d'abord, il y a beaucoup de candidats aujourd'hui, mais je vous rassure, à l'automne, il y en aura beaucoup, beaucoup moins. Ah bon ? Comment ça va se faire ? Oh, il y aura une sélection naturelle, évidemment. Parce que quand vous n'apparaissez pas... Naturel, ça veut dire quoi ? Mais parce que quand vous n'apparaissez pas dans les sondages ou quand vous apparaissez à 1, 2, 3%, il y a un moment donné, les gens... Mais même moins de 10, si à un moment donné, vous avez Gabriel Attal, Édouard Philippe, Bruno Retailleau... Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, à la même époque, sondage IFOP, Alain Juppé était à 34%. Oui. Et François Fillon était à 7%. Bon. D'abord, moi, ce que j'ai fait... Pour l'instant, j'en connais pas beaucoup de chefs de parti qui ont fait ce que j'ai fait. C'est que j'ai demandé aux adhérents, voilà, ils étaient 80 000, de voter. C'est déjà la démocratie interne. Moi, ce que je veux avec le référendum pour mon pays, je le pratique aussi dans mon parti. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, que le meilleur gagne. Avec les idées. Mais est-ce que vous allez vous effacer, vous, derrière Gabriel Attal ou Édouard Philippe ? C'est ce que la musique qui tourne. Je ne m'effacerai que si les projets pouvaient être confondus. Or, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas le même projet. Donc vous ne vous effacerez jamais devant Gabriel Attal et Édouard Philippe ? Mais écoutez, je pense que je porte un projet totalement différent, radicalement différent. Et donc j'irai au bout de l'élection présidentielle. Parce que je pense que, évidemment, ni le RN, ni LFI ne portent un projet qui permettra à la France de se redresser. Et je pense que ce que je porte, moi, sur le travail, sur le pouvoir d'achat, sur la compétitivité, ce que je porte pour restaurer l'autorité avec la révision de la Constitution, ce que je porte sur les éléments immatériels. Personne n'en parle, ça. Je voudrais vous dire juste un mot. Très clair, pardon Bruno. Dites-moi. Est-ce que vous allez me dire non, je ne me retirerai pas. Mais je viens de vous le dire, je l'ai déclaré dans un excellent journal ce week-end, je le redis. Ça va dans le 10 ans, c'est-à-dire que... En l'écrivant aussi, c'est noir sur blanc, vous voyez. Peut-être, mais là, sur CNews et sur Europe 1. Exactement, donc je le redis sur CNews, sur Europe 1, après l'avoir dit. Donc quoi qu'il advienne, s'il y a multitude de candidats, y compris Édouard Philippe, y compris Gabriel Attal, et si vous arrivez en surplus, Pierre de Villeneuve, vous resterez là. Alors, je vais l'exprimer parce que j'ai l'impression de ne pas vous convaincre. Je vais vous dire la raison profonde. Je pense que les successeurs et les héritiers du macronisme ne pourront pas rencontrer l'assentiment des Français. J'en ai l'intime conviction. Et il faut donc que la droite, ma famille politique, puisse être représentée. C'est la motivation que j'ai profondément. Voilà. Donc, pas de retrait, vous allez jusqu'au bout. Pas d'alliance non plus à droite. Mais pas d'alliance. Aujourd'hui, ça ne doit pas être en même temps. Le Rassemblement national veut l'assistanat. Ils veulent l'assistanat.
Ils veulent la Il fiscalité. n'y a pas un Rassemblement national libéral que vous arrivez à percevoir ces derniers temps, ces On dernières verra. semaines? Écoutez, j'attends de voir. J'attends de voir. Vous attendez de voir, ça veut dire? On ne peut pas être socialiste et voter 34 milliards d'euros d'impôts en 24 heures à l'automne, et parce qu'on déjeune avec le MEDEF, devenir subitement libéral. Donc vous attendez Moi, voir le j'observe candidat. les uns et les autres à leurs actes, à ce qu'ils votent. Ont-ils voté les 15 heures de contrepartie du RSA? Non. La réforme de la retraite? Non. De l'assurance chômage? Ils veulent l'assistanat. Donc Marine Le Pen, Jordan Bardella, c'est pareil pour vous ou pas? Il y aura une ligne. Il y aura une ligne. Et je n'imagine pas que Marine Le Pen, si tant est qu'elle ne soit pas candidate, ne rappelle pas à un moment ou à un autre cette ligne. Ah, Jordan Bardella. Peut-être. Merci beaucoup Bruno Retailleau. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de Merci, vous Laurence. d'être avec vous, mon cher Pierre de Villeneuve, pour cette émission La France en face. Dans un instant, c'est Malassani sur Europe 1. Exactement, et Gauthier Lebret. Sur CNews. N'oubliez pas, demain, à 8h10, nous avons rendez-vous avec Boualem Sansal. Bonne soirée, à vous, à demain.